hein. Donc c'est un centre de développement scientifique militaire. C'est l'ONU qui accuse ce centre de développement de produire du gaz sarin, c'est-à-dire du gaz de combat, qui a été utilisé par l'armée syrienne dernièrement, notamment en avril, et qu'aurait tué entre 100 et 200 civils et blessé 500 autres. Donc c'est pas nous qui le disons. Et puis il y a aussi des barils d'explosifs qui sortent de ce centre. C'est un centre de recherche, c'est aussi une usine et c'est aussi une base de l'armée syrienne dans laquelle ils stockent ces armes. Et d'après les informations concordantes que nous avons, eh bien tout ce complexe aurait été complètement détruit par ce raid de l'armée israélienne. Alors bien entendu, on a suivi les choses de très près. Et puis oui, effectivement, il y a des développements qui sont assez intéressants. D'abord, il y a une mise en garde assez sèche d'Avigdor Lieberman, notre ministre de la Défense, qui est envoyé aux Iraniens, au Hezbollah et au régime de Bachar al-Assad, qui leur dit que nous sommes déterminés à empêcher nos ennemis de porter atteinte ou même de créer une occasion de porter atteinte à la sécurité des citoyens d'Israël. Et puis Monsieur Lieberman revient sur un thème qu'on a très souvent, et on était les seuls, Jim, à Radio Judaïka et à la MENA dans Bruxelles-Metula à en parler. Monsieur Lieberman a précisément et nommément dit à la télévision israélienne: nous ferons tout pour empêcher l'existence d'un corridor terrestre chiite de Téhéran à Damas. Alors nous avons mis en garde très souvent contre ce dessein de Téhéran de construire au sol un corridor, on l'a appelé l'autoroute chiite, qui commence en Afghanistan, qui continue en Iran, qui se poursuit en Irak, qui prend la Syrie jusqu'au Liban, jusqu'à la Méditerranée. Et on pense que c'est le plus grand danger stratégique qui menace le Proche, le Moyen-Orient et aussi l'Europe, grâce justement aux missiles intercontinentaux que développe l'Iran. C'est un thème qui est repris hier par Avigdor Lieberman. C'est très intéressant ici à Metula. Nous pensons que ça aurait surtout été le boulot des Américains d'empêcher la création de cette autoroute chiite, mais pour des raisons que nous n'arrivons pas à exprimer ni à expliquer, eh bien il semble que Donald Trump ne soit pas intéressé. Il est plutôt en phase de retrait de Syrie. Et ce qu'on ressent ici, ce qu'on pressent, c'est qu'après la bataille de Raqqa contre l'État islamique, c'est-à-dire la capitale officieuse de l'État islamique en Syrie, on a l'impression plutôt que les Américains vont se retirer de ce conflit, alors que pour nous, il est absolument évident que la menace de ce corridor chiite est bien plus grave, infiniment plus grave que la présence de cet État islamique en Syrie et en Irak, ou ce qu'il en reste. Stéphane, Jim, justement, vous parlez de ce corridor, de cette autoroute chiite qui arrive vers Israël. Alors on sait très bien que une autoroute comme ça ne peut pas se créer dans la région, eh bien, sans l'accord de Moscou. Justement, Benyamin Netanyahou, il a été rencontré Vladimir Poutine il n'y a pas longtemps. Soit Vladimir Poutine a dû hausser le ton et lui expliquer un peu comment il voyait l'histoire dans la région. Mais est-ce qu'on peut imaginer que les Israéliens ont pu faire cette frappe en Syrie sans l'accord des Russes, que ce soit une représaille de Benyamin Netanyahou face à ce corridor chiite, justement? Alors justement, précisément, Avigdor Lieberman exprime clairement qu'Israël n'acceptera pas la création de ce corridor chiite. Hier, dans l'article analyse sur cette frappe par Jean Tzadik, notre expert en stratégie et en armement, il a émis deux hypothèses. D'abord, qu'on a surpris les Russes, parce que les Russes n'ont pas une parole en béton, certainement pas Monsieur Poutine. Et ici, on se rappelle que la semaine dernière, eh bien, Moscou a protégé au Conseil de sécurité le Hezbollah en empêchant une résolution qui condamnait le Hezbollah. Alors, on est peut-être fâché et on a peut-être aussi voulu montrer aux Russes que la sécurité d'Israël, c'est notre intérêt supérieur, et que pour cet intérêt supérieur, on n'hésiterait pas et on n'hésite pas à chatouiller les Russes. On rappelle aux auditeurs que cette frappe à Masaïaf, c'est le nom de la base
syrienne qui a été touchée, s'est déroulé à une quarantaine de kilomètres seulement des bases aériennes et navales russes en Syrie. C'est-à-dire que en 2 minutes et demie, 3 minutes, les avions pouvaient les attaquer, et c'est une phase défensive qui est très trouble. C'est-à-dire que pour une armée, et surtout comme l'armée russe, savoir qu'il existe une menace aussi rapprochée, aussi importante, ça a dû leur donner des sueurs froides, je vous le garantis. Alors, 2 hypothèses ont été développées par Jean Tzadik. On a volontairement surpris les Russes. On les a pas informés, on les a informés 5 minutes avant le reste, qui est exactement la même chose parce qu'ils n'ont pas le temps de réagir. On a voulu leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux, que partout où il y aura des menaces contre Israël, partout où les Iraniens essaieront de construire cette autoroute chiite, eh bien Israël interviendra. Ça, c'est la première hypothèse, Jim. La seconde hypothèse, c'est que lors de leur discussion à Sochi, il y a quelques jours, eh bien, messieurs Netanyahou et Poutine se sont mis d'accord pour se débarrasser de cette fabrique de gaz de combat, ce que les Russes ne sont pas parvenus à faire. Et comme Bachar al-Assad est l'allié des Russes et de Vladimir Poutine, ça embarrasserait, et ça embarrasse, on peut enlever le conditionnel, ça embarrasse beaucoup Moscou, et Moscou aurait peut-être été content de voir les Israéliens s'occuper de cela et détruire définitivement cette capacité à fabriquer des gaz de combat. Et puis moi, ce matin, en préparant l'émission, je me permets d'avancer une troisième hypothèse, c'est-à-dire que messieurs Netanyahou et Poutine se sont mis d'accord sur un certain nombre de cibles légitimes qui peuvent être attaquées par Israël. Ce sont des cibles qui menacent directement et à un niveau élevé la sécurité d'Israël. Et monsieur Poutine, on le sait parce que ça a été rapporté par des médias à la fois russes et israéliens, monsieur Poutine aurait donné son accord pour qu'Israël les attaque, même sans prévenir les Russes ou en les prévenant au dernier moment. Donc cette hypothèse fonctionne aussi. Il est tout à fait possible que les Israéliens ont utilisé leur droit d'attaquer cette cible parce que cette cible les menaçait et relevait d'une menace très importante et que ça entrait dans cette liste des cibles légitimes. Et puis Jim, on note aussi que il y a eu aucune réaction ni des Russes ni des Américains après cette attaque, et ça c'est très intéressant. Et les Israéliens ont été habiles cette fois-ci parce que nous avons attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi, alors que l'ONU, et pour la première fois mercredi, les experts de l'ONU, les enquêteurs de l'ONU ont décrit que la Syrie gouvernementale, l'armée syrienne avait plus que probablement commis un crime de guerre en utilisant ces gaz d'attaque pour frapper des villes syriennes et pour tuer des dizaines, voire des centaines de personnes. Donc ça, c'était mercredi. Mercredi, l'ONU accuse la Syrie d'utiliser des gaz qui sont produits précisément dans cette usine de Massayaf. Et dans la nuit de mercredi à jeudi, Israël détruit cette usine de Massayaf. Alors ici, même des pays qui ne nous aiment pas ne peuvent rien dire, puisqu'en fait, nous protégeons également par cette action la population syrienne. C'est très intéressant, c'est très bien calculé au niveau du temps, au niveau de la synchronisation entre la politique internationale et nos nécessités sécuritaires. Et sur ce point-là, eh bien Israël a très bien joué le coup. Et Stéphane, juste avant de conclure très brièvement, il va falloir faire attention à quoi ces prochains jours dans l'actualité. Est-ce qu'on peut imaginer de grosses répercussions, que ce soit du côté russe ou syrien? On sait que, je viens de voir que la Syrie a déposé 2 plaintes à l'ONU contre Israël concernant ces frappes. Est-ce qu'on peut imaginer de réelles répercussions diplomatiques sur Israël? Non, diplomatique non, parce qu'il y aura des vétos et tout le monde est content, en fait, notamment les grandes puissances. Chez la Russie, on ne sait pas, on a posé les questions là pendant l'émission. Mais tout le monde est content de cette attaque. Diplomatiquement, non. Ici, on se dit que la Syrie et le Hezbollah et l'Iran ont été touchés en plein cœur et qui pourraient peut-être essayer quelque chose. On est prêt à tout. On a beaucoup de soldats qui sont déployés à cause de grandes manœuvres.
On est prêt. Mais il y a une certaine tension. Ils sont en face de nous. Ils sont à 400 mètres de la rédaction comme d'habitude. Et puis, si c'est possible, j'aimerais finir par une phrase. La communauté militaire internationale se pose une question. Est-ce que lors de cette attaque, Israël a utilisé ces nouveaux Hadir, c'est-à-dire les F-35? On en a reçu 5, on en a 50 en commande. C'est la petite histoire, c'est l'anecdote peut-être, mais on nous a déjà demandé à la MENA une bonne centaine de fois, et certaines de ces questions viennent d'armées et de représentants d'armées régulières. Est-ce que vous avez utilisé le F-35? Notre réponse, c'est nous n'en savons absolument rien, Jim. Voilà, pour le moment, en tout cas, Stéphane, j'imagine que vous aurez l'information très bientôt et que vous la partagerez avec nos éditeurs. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, en vous souhaitant à tous en Belgique un excellent week-end.